Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau panorama de l'actualité dont voici les titres. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la France sont excellentes. Les liens de coopération ont été évoqués aujourd'hui lors des échanges entre le vice-président de la République, Timoko Mélié-Koné, et l'ambassadeur de France, Jean-Christophe Béillard, venu présenter ses civilités au vice-président de la République. 185 milliards de francs CFA pour réaliser 2 projets en Côte d'Ivoire, l'un relatif au secteur de l'énergie et l'autre à la santé. C'est un accord de prêt signé entre le représentant résident de l'Agence japonaise de coopération internationale, Fujino Kojiro, et le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly. Et puis campagne de vaccination couplée contre le Covid-19 et la poliomyélite. Le lancement s'est déroulé ce vendredi à Yopougon. 10 jours durant, des agents vaccinateurs vont sillonner les ménages, marchés et gares routières pour administrer par voie orale le vaccin contre la poliomyélite aux enfants et exhorter les populations à se faire vacciner contre le Covid-19. Bienvenue dans cette... Le vice-président de la République, Timoko Mélié-Koné, a échangé ce vendredi avec l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béillard. L'ambassadeur de France est venu présenter ses civilités au vice-président et le féliciter suite à sa nomination. Il en a profité pour évoquer avec lui les excellentes relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Awa Touré. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béillard, est venu saluer et féliciter le vice-président de la République, Timoko Mélié-Koné, pour sa nomination par le président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion aussi de faire un tour d'horizon des relations entre la Côte d'Ivoire et la France dans tous les domaines. Nous connaissons très bien le vice-président, sa compétence, ses années passées à la BCEAO. Et donc, j'en ai profité pour faire un tour d'horizon des relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Donc, nous avons fait ce tour d'horizon qui, je crois, a été utile. On est dans un moment très fort où les relations sont denses, utiles pour les deux pays. Et donc, il était logique, évident, de venir saluer le vice-président et de voir comment nous allons pouvoir travailler ensemble à l'avenir. L'ambassadeur Jean-Christophe Béillard s'est par ailleurs réjoui des excellentes relations entre la Côte d'Ivoire et la France avant d'évoquer les voies et moyens de les renforcer. Je le disais à l'instant, un accord de prêt d'environ 185 milliards de francs CFA en faveur de la Côte d'Ivoire a signé. Le représentant résident de l'Agence japonaise de coopération internationale et le ministre de l'économie et des finances en sont les acteurs. La première partie de ce prêt est consacrée au projet de renforcement de la liaison électrique Tabo-Kossou-Bouaké et l'autre à l'appui d'urgence en réponse au Covid-19. Jean-Louis Bambou. Les 2 projets, objets de cette signature d'accord de prêt, s'inscrivent parfaitement dans les piliers de la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Accompagner la Côte d'Ivoire dans ses engagements vers le développement. Pour le secteur de l'énergie, afin de renforcer le réseau électrique, nous souhaitons développer la coopération notamment avec la technologie portée par le secteur privé japonais. Pour le volet santé, afin d'accélérer le renforcement du système de santé, nous souhaitons la mise en œuvre rapide des actions politiques telles que l'achat des vaccins, la formation des médecins généralistes pour la pratique de la césarienne et la construction et équipement de centres de santé. Le prêt d'environ 110 milliards de francs CFA pour la liaison électrique Tabo-Kossou-Bouaké contribuera notamment à la stabilité de l'approvisionnement en électricité et aidera à répondre à l'augmentation de la demande intérieure. Les 70 milliards de francs CFA accordés pour la santé, eux, permettront de renforcer l'offre et la qualité des services de santé ainsi que les capacités à gérer les épidémies comme la Covid-19. Ces nouveaux financements viennent renforcer le portefeuille de projets de notre coopération, dont la qualité et les performances ne sont plus à démontrer, avec notamment un niveau d'engagement et de décaissement remarquable. Je voudrais vous assurer que le gouvernement ivoirien prendra toutes les dispositions
en vue d'offrir aux partenaires japonais les meilleures conditions possibles de collaboration. Les deux prêts ont été négociés à des conditions jugées favorables par la partie ivoirienne. Un taux d'intérêt de 0,1% et une maturité allant de 15 à 30 ans. Des conditions qui figurent parmi les meilleures offres concessionnelles proposées par les partenaires techniques et financiers. On poursuit en bref. La Côte d'Ivoire vient de remporter les élections au poste de secrétaire général du CAMES, le Conseil africain et malgache, pour l'enseignement supérieur. C'était lors de la 39e session du Conseil des ministres de l'organisation tenue à Kinshasa, en République démocratique du Congo, du 23 au 27 mai dernier. C'est Konaté Souleymane qui va donc occuper cette fonction au CAMES. Il est professeur titulaire en écologie, actuellement directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique. Autre volet de l'actualité, le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, s'est rendu ce vendredi à Pépressou, village natal du président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, le patron de la Chambre haute du Parlement, accompagné du ministre-gouverneur du district des Lacs et d'autres élus et cadres du Grand Centre, est allé soutenir l'ex-chef d'État affligé par le rappel à Dieu de son frère aîné, Kader Sogodogo. Pépressou, il est 11h ce vendredi 27 mai 2022. Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, foule le sol du village du président du PDCI RDA, Aimé Henri Konan Bédié. L'ex-chef d'État est frappé par un deuil, celui du rappel à Dieu de Nana Marcelin Bédié. Son frère aîné, chef du village de Pépressou, membre de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 août 2021. Les obsèques démarrent officiellement aujourd'hui. Pour la circonstance, le patron de la Chambre haute du Parlement est en compagnie de la ministre-gouverneure du district des Lacs, Raymond Goudou Kofi, et de nombreux élus et cadres du Grand Centre. Touché par cette marque de sympathie, le président du PDCI RDA, Aimé Henri Konan Bédié, a informé le président du Sénat que l'inhumation est prévue pour le 4 juin 2022 à Pépressou. À leur tour, Jeannot Ahoussou-Kouadio et sa délégation ont offert la somme de 12 millions de francs CFA en soutien pour les charges liées aux obsèques. C'est aux environs de 12h30 que la délégation du président du Sénat a quitté Pépressou pour Yamoussoukro, la capitale politique. Un autre titre que nous développons maintenant, lancement de campagne intégrée de vaccination contre le coronavirus et la poliomyélite. L'initiative du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La commune de Yopougon a abrité le lancement ce vendredi. Serge Pakom Didi et Godefroy Okamawa nous apprennent que 2 millions de personnes sont visées par cette campagne de vaccination. Pour cette nouvelle campagne de vaccination contre la Covid-19, c'est la commune de Yopougon qui accueille la caravane du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la CMU. Les personnes âgées de 12 ans et plus auront la possibilité de se faire vacciner gratuitement. Je suis là pour ma 3e dose. Je demande à mes frères et sœurs de se faire vacciner parce que c'est très important pour la santé. Nous avons commencé à partir de 8h30 et les gens vraiment viennent. Ayant constaté une baisse de la couverture vaccinale pour les vaccins de la polio, la tutelle décide d'intégrer à cette campagne la vaccination contre la poliomyélite destinée aux enfants âgés de 0 à 5 ans dans 81 districts sanitaires. À travers cette nouvelle campagne de vaccination, l'État de Côte d'Ivoire veut renforcer la lutte contre la Covid-19 en vaccinant 2 millions de personnes. Il s'agit également de mobiliser les formations sanitaires communautaires du pays afin que les responsables de ces établissements contribuent efficacement à la lutte contre la Covid-19. Depuis le 1er mars 2021, la Côte d'Ivoire a introduit la vaccination contre la Covid-19 afin de lutter efficacement contre cette maladie et préserver des millions de vies. La vaccination est possible dans les unités mobiles pour ce qui concerne la grande ville d'Abidjan. Pour cette campagne, des tests de sucre, des tests de glycémie seront donc proposés et la prise de tension artérielle dans les sites de vaccination, surtout les 482 sites de vaccination d'Abidjan pour cette semaine,
Et progressivement, ce service sera possible dans tous les sites de vaccination à l'intérieur du pays. Cette campagne de vaccination entre dans le cadre de la vision mondiale de vaccination où personne ne doit être laissé de côté. Les vaccins sont disponibles dans les 113 districts du pays et dans tous les centres de santé. La police forestière et de l'eau est un maillon essentiel du ministère des Eaux et Forêts en vue de la reconquête du couvert forestier. Dans le cadre d'une visite de travail, le ministre Laurent Tchagba, autorité de tutelle, a échangé avec la direction de cette unité dans la commune de Cocody-Ingré. Le point de Franck Quadio. Une unité de la brigade spéciale de surveillance et d'intervention B2SI en pleine opération. Un camion de bois de sciage est intercepté. Le démantèlement du bois illégal, entre autres, est l'une de leurs prérogatives. Et justement ce matin, le nouveau ministre de tutelle, Laurent Tchagba, leur rend visite dans leur antre de la commune de Bingéville. Nous sommes la brigade spéciale. C'est avec un effectif de 450 agents, aguerris et formés par les forces spéciales ivoiriennes, aux techniques de commando jungle et nautique qui effectuent quotidiennement nos missions. Le tour d'horizon est fait et le ministre s'imprègne des conditions de travail de cette brigade. Nos difficultés, le manque de certains équipements militaires spécifiques adaptés à nos missions, le manque d'un camp pour l'entraînement de nos hommes. Au ministre Laurent Tchagba de rassurer ses commandos forestiers, il promet être une oreille attentive et une main agissante. En retour, il leur est demandé rigueur et efficacité. Ce qu'ils ont fait sur le terrain a permis au gouvernement de leur donner des gages d'augmentation du personnel. Tout cela, c'est la confiance. Je les exhorte à tout faire pour qu'on ne perde pas cette confiance. Mais ensuite, je les exhorte à travailler pour que la police forestière et la brigade soient crédibles auprès des populations. Par ailleurs, le ministre Laurent Tchagba, en retour des cadeaux reçus, n'a pas manqué de féliciter la brigade spéciale pour les lauriers glanés en 2021 et 2022. Rappelons que la B2SI a été créée en janvier 2018 sous l'impulsion du Conseil national de sécurité, CNF. Bruno Namayakone à la rencontre des collectivités locales. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme s'est rendu ce vendredi au district d'Abidjan où il a échangé avec le gouverneur Robert Begré-Mambé sur les questions liées à la gestion de l'espace urbain. Sur les objectifs donc de cette rencontre, suivons ce reportage de Lanciné Bakayoko. Alors que les populations urbaines continuent d'augmenter, les dynamiques foncières sont insuffisamment accompagnées des équipements et des aménagements nécessaires pour un cadre de vie décent. À cela, il faut ajouter la progression des marchés fonciers non régulés. L'une des conséquences de tous ces dysfonctionnements, les effondrements d'immeubles, notamment à Abidjan. Les immeubles qui se font à Abidjan, ce n'est pas la faute des agents du ministère. On a défini le cadre dans lequel le travail doit être fait pour éviter que nous n'assistions à ce genre de situation. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre doivent avoir leurs responsabilités et cela a été très clairement exposé. Vous avez remarqué que ces derniers temps, dès qu'on constate qu'il y a des dangers à l'horizon, ils prennent des initiatives et on anticipe avant que le pire n'arrive. Le gouverneur Robert Begré-Mambé a surtout évoqué l'urgence de traiter les questions liées à l'occupation du domaine public, le permis de construire, les lotissements, la planification urbaine et l'aménagement foncier. Des questions qui devraient pouvoir trouver une réponse à travers la plateforme collaborative mise en place par le gouvernement. Le district a par exemple la mission de travailler sur le périmètre urbain, de l'améliorer, de travailler à sa planification, de travailler sur les aspects de mobilité dans la ville d'Abidjan. Notre mission également, c'est de travailler sur le cadre de vie en milieu urbain. Ensemble, nous avons échangé et je pense que nous repartons très satisfaits des échanges que nous avons pu avoir aujourd'hui avec le district. D'autres sujets, tels le patrimoine du district d'Abidjan, la gestion des quartiers précaires, le choix des aménagements stratégiques ont également été présentés au ministre de la Construction, de l'Urbanisme et du Logement, Bruno Nabayakone.
On en vient à notre dossier Vélici qui revient sur le Salon international du livre d'Abidjan, un cadre dédié à la promotion du livre initié par l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire. Le SILA était à sa 12e édition cette année. Khalid Diomandé et Jean-Marc Djadji nous dressent un bilan. Tes mots t'appartiennent. Tu choisis ce que tu dis. Une séance de lecture animée par une fillette. Nous sommes dans une bibliothèque de la commune de Cocody. Ici, on lit, ensuite on joue. J'aime faire des séances de lecture pour communiquer le goût de la lecture à tous mes petits camarades. À 10 ans, Keira Yasmine développe une passion pour le livre. À mi-parcours de l'année 2022, la fillette a déjà lu une quarantaine d'ouvrages. J'ai commencé à aimer la lecture grâce à ma maman. Elle me lisait des histoires et je la voyais beaucoup lire. La lecture enrichit, donne de nouvelles connaissances et nous permet d'être des leaders. Et savoir lire est une chance. Inculquer les valeurs de la lecture aux plus jeunes, c'est l'un des objectifs majeurs du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan, depuis sa création en 1999. Cette année, des milliers d'enfants accompagnés de leurs parents se sont plongés dans le vaste univers du livre et de l'écriture. Nous sommes venus aussi là pour partager ensemble un moment avec les amis dans la lecture, parce que la lecture est vraiment importante pour tout le monde. Ça me fait plaisir de retrouver Mawa Bakayoko. J'aime lu ses œuvres, c'est chic, ça enrichit nos vocabulaires. Dans ce salon où se côtoient les auteurs de toutes les générations, nous nous sommes particulièrement intéressés à la vague montante des jeunes écrivaines. Kofi Akassi Grace, 13 ans à peine, a déjà une place dans les rayons des libraires. Elle expose son premier roman, Mon histoire. À travers ce roman, je veux montrer aux gens que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des embûches, mais le plus important, c'est l'arrivée. L'adolescente séduit, sa plume force le respect. C'est un livre très profond. C'est elle qui a écrit le livre avec les thèmes qui y sont. Tout le mérite lui revient. Comme Grace, Essim Mao se distingue dans cette industrie du livre. À 17 ans, elle compte à son actif 16 productions littéraires, dont 2 publiées. Pour la 12e édition du SILA, elle est l'invitée d'honneur de Kamara Nangala, auteur prolifique de la littérature ivoirienne. Ces œuvres-là même exhortent non seulement la jeunesse, mais aussi les adultes et les autorités à prendre conscience des difficultés que nous jeunes nous vivons sur tous les plans. Quand je vois cette jeunesse qui s'intéresse à l'écriture, je me dis que notre société n'est pas totalement perdue. Moi, je suis du passé, il faut préparer l'avenir. Et l'avenir, c'est elle. Afisiata Karamoko Dosso a décidé de s'investir dans l'écriture pour les préadolescents. À travers son livre, Bernard Dadier, le géant de la littérature ivoirienne, elle compte aux enfants le parcours exceptionnel de cet illustre homme de lettres. Nous avons voulu écrire pour les préados, donc les plus jeunes. Il fallait mettre des couleurs, des dessins pour qu'ils puissent se plonger dans cet univers-là et mieux comprendre l'œuvre. Tous ces jeunes auteurs ont évolué dans cet environnement de promotion du livre initié par l'ACEDI, Association des éditeurs de Côte d'Ivoire. À force de faire le Salon international du d'Abidjan, l'engouement autour du livre s'est créé, la progression est immense. Beaucoup de jeunes écrivains se sont lancés dans cette aventure du livre. C'est dire que la Côte d'Ivoire est devenue, en Afrique de l'Ouest, la capitale du livre. Le SILA impulse aujourd'hui une nouvelle dynamique à l'industrie du livre en Côte d'Ivoire. Ce 12e SILA a été largement un succès. Nous avons eu un stand très chaud, avec une influence record d'un public divers. Donc, comme quoi, le livre, lorsqu'il est présenté aux Ivoiriens, les Ivoiriens lisent. Ce qui est intéressant, c'est que c'est les jeunes qui visitent le salon de plus en plus. Pour la 12e édition, plus de 100 000 visiteurs ont répondu à l'appel des organisateurs. Nous avons enregistré une trentaine de millions de chiffres d'affaires. 60 exposants étaient présents. Une quinzaine de pays ont effectué le déplacement. Nous sommes allés bien au-delà de nos espérances. Le SILA, c'est surtout une tribune pour les éditeurs. Nous avons dû refuser à certains éditeurs des stands parce qu'il n'y avait plus de place. Voir autant d'exposants, autant d'auteurs, autant de publics, c'est la preuve que l'avenir du livre est garanti en Côte d'Ivoire. Donc cet engouement-là a besoin
que l'accompagnement institutionnel soit beaucoup plus fort. 23 ans après sa création, le Salon international du livre d'Abidjan est considéré comme l'un des plus grands rendez-vous littéraires en Afrique subsaharienne. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui classée 5e pays francophone en matière d'édition. Le SILA 13 sera aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Il est prévu du 9 au 13 mai 2023. Tout autre chose à présent, la semaine africaine de l'UNESCO, une tribune de promotion de la culture africaine. Des artistes et des hommes et femmes du continent et amoureux du patrimoine culturel africain ont enrichi la rencontre de leurs réflexions. L'Afrique a présenté tout ce dont elle dispose de beau dans l'art pluriel. Retour sur ce rendez-vous avec Walter Amadou Ouattara. C'est dans cette salle, au siège de l'UNESCO à Paris, que se tient ce panel de haut niveau relatif aux conférences inscrites au programme de la Semaine africaine édition 2022. Le discours introductif est à la charge de la ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire. Françoise Rémac plante le décor et inspire toute l'assistance sur le thème du jour, à savoir apport culturel et civilisationnel de l'Afrique au Nouveau Monde. Nombre de nos biens matériels et immatériels sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je pense à la rumba congolaise, aux zaoulis de Côte d'Ivoire, au balafon des communautés sénoufo du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, au célèbre et ô combien délicieux riz au poisson sénégalais. Cette reconnaissance illustre l'intégration de notre culture africaine qui a toute sa place dans le nouveau monde culturel et civilisationnel. La Côte d'Ivoire contribue déjà à la construction de ce nouveau monde. Je citerai quelques actions menées dans notre pays à travers le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, qui regroupe à chaque édition des artistes, des promoteurs et organisateurs de festivals et de spectacles, des acheteurs et des journalistes du monde. Venu pour soutenir sa compatriote et collègue au gouvernement, le ministre du Tourisme affiche son optimisme en l'Afrique de demain. D'abord, c'est un hommage qui est rendu à la politique menée par le président de la République en mettant à l'honneur cette année la Côte d'Ivoire. L'UNESCO vient une fois de plus récompenser les efforts accomplis à la tête de notre pays par son Excellence le président de la République. Et les années à venir, l'Afrique devrait montrer sa résilience de par l'esprit de créativité et d'ingéniosité et avec panache ce que sa jeunesse peut avoir apporté au reste du monde pour que la destination Afrique soit prisée et que le tourisme se comporte bien et que nous soyons une véritable industrie touristique et culturelle. Fonctionnaire de l'UNESCO et consultant international sénégalais, Doudou Diène apporte également sa lumière sur le sujet. Je pense qu'il n'y a pas d'apport, mais qu'il y a une dynamique culturelle extrêmement profonde qui marque encore notre monde actuel. L'Europe a construit le concept de civilisation, tout simplement parce que dans sa démarche de conquête, de domination et d'exploitation, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas que de l'or, du coton, du sel, des produits qui pouvaient l'enrichir et remplir ses caisses des banques, etc. Mais il y avait des êtres humains, des hommes et des femmes, des peuples. Plusieurs autres panélistes issus du Nigeria, du Congo, du Kenya ont également apporté leur point de vue. Tous sont unanimes sur les valeurs culturelles africaines. Le Conseil national des droits de l'homme implique la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Aya Moussoukro, Namizata Sangaré et Nana Désiré Tanoué se sont engagés à travailler ensemble pour faire baisser les chiffres liés aux violences basées sur le genre qui ne cessent d'augmenter du fait des règlements à l'amiable au détriment de la justice. Kader Sogodogo. Pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022, le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, a documenté 79 cas de violence basés sur le genre, dont 25 viols, 22 physiques, 15 psychologiques, 14 cas de violence conjugale et 3 mariages forcés. Dans la majorité de ces cas, les arrangements à l'amiable auront pris le dessus au détriment de la justice qui favorise la protection des victimes. Les cours royales ou encore l'ombre apaisante de l'arbre à palabre ne pourraient être des endroits de règlement des violences basées sur le genre
où l'on banalise la souffrance des victimes. Namizata Sangare, la présidente du CNDH, veut compter sur les rois et chefs traditionnels pour le triomphe de la justice. Nous sommes là pour partager avec la Chambre des rois et chefs traditionnels la nouvelle loi qui protège les victimes des violences basées sur le genre, également pour les édifier sur la chaîne pénale de répression de tout acte de violence basé sur le genre. Nana Amoulaye Désiré Tanoué, président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, est en phase avec le CNDH. Notre mission de règlement non juridictionnel des conflits dans les villages et entre les communautés est celle qui s'inscrit dans la droite ligne des objectifs visés par cet atelier, notamment la collaboration entre la CNCT et les autorités judiciaires dans les cas de violences basées sur le genre. Autrement dit, comment les mécanismes traditionnels et ceux des tribunaux pourraient interagir dans le cadre de la protection des victimes. La lutte contre les violences basées sur le genre constitue un axe majeur des actions gouvernementales en Côte d'Ivoire. Désormais, tous espèrent voir les rois et chefs traditionnels référer vers la justice les cas dont ils ont connaissance. Ce vendredi, le maire de la commune de Yopougon a procédé à l'ouverture de 2 infrastructures socio-économiques. Le premier est un centre artisanal situé dans le sous-quartier Andokwa, un centre dédié à plus de 245 corps de métier. Le second est un marché de livres et de l'électronique situé à proximité du palais de justice. Le point de Frédéric Oulaye. Coup de pinceau et coupure de ruban. Gilbert Koné Kafana, maire de la commune de Yopougon, procède ainsi à l'ouverture officielle de 2 infrastructures socio-économiques. Le premier édifice, bâti sur une superficie de 1800 m², est le centre artisanal à Andokwa. Il va regrouper 245 corps de métier, notamment les tisserands, les potiers, les bijoutiers et les coiffeuses. Pour une fois, les artisans sont pris au sérieux et on nous attribue un site afin de pouvoir exercer. Donc je suis très contente et je félicite nos autorités qui ont pensé une fois de plus aux artisans de Côte d'Ivoire. Ces réalisations en faveur des artisans marquent la volonté du gouvernement de faire de Yopougon un pôle économique. L'artisanat de Côte d'Ivoire sera un véritable pôle économique et il sera un pan pour la création d'emplois. Nous remercions le président de la République pour ce don qui a été aujourd'hui mis en œuvre par le maire de la commune. Donc nous remercions infiniment. Cela nous va droit au cœur pour connaître que vraiment que le président de la République pense aux artisans et au développement de l'artisanat. Deuxième site inauguré, le marché des livres, de l'électronique et des fruits, près du palais de justice de Yopougon. 33 boutiques et 144 box. Avec cet encadrement qui va nous aider à bien protéger les livres, nous sommes vraiment heureux et nous remercions le maire. Selon le maire, ce sont au total 4 infrastructures qui ont été inaugurées en 2022 pour un budget de plus d'1,5 milliard de francs CFA. Ces infrastructures que nous mettons à la disposition des commerçants, ce sont des infrastructures spécialisées dans un certain genre de commerce qui permet aux clients de savoir ils vont à tel endroit, voilà ce qu'ils vont trouver comme article. Le coût total, 1,1 milliard pour 4 infrastructures. Donc voilà, dont 900 millions de dons du chef de l'État. Ce sont des projets qui déjà permettent aux populations de ressentir directement les effets. Donc c'est ce volet-là. Et nous remercions le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour les populations de Côte d'Ivoire et particulièrement pour notre commune. Le maire annonce la construction d'un autre centre en faveur des inventeurs. Il entend œuvrer à réduire le taux de chômage des jeunes de la commune de Yopougon. Un reportage de Frédéric Oulaye dans un commentaire de Didier Nguessan. Dans le reste de l'actualité, le président sénégalais Macky Sall a limogé son ministre de la Santé le jeudi 26 mai après l'incendie ayant causé la mort de 11 bébés dans un hôpital à Tivaouane, dans l'ouest du pays. Le drame remet en lumière les graves carences du système sanitaire public sénégalais.
3 bébés ont été sauvés, a précisé le maire de Tivaouane, Demba Diop. L'incendie a été causé par un court-circuit et le feu s'est propagé très vite, a dit le député maire. Le président sénégalais, Macky Sall, s'est rendu sur place. On termine avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Plus de 4000 civils ont été tués depuis le début de la guerre, selon le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies qui évoque le nombre de 4031 personnes confirmées mortes. La plupart des victimes civiles sont tombées dans les provinces de Donetsk, de Luhansk et dans le Donbass, où les troupes russes intensifient leurs attaques depuis plusieurs semaines maintenant. D'après l'ONU, on y dénombre 2274 civils morts et 2673 blessés. Voilà, ainsi va la vie, ainsi va le monde. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers. Bonsoir.